Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex de Smart Body et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc j'ai eu pas mal de retours par rapport au podcast de la semaine dernière que j'avais tourné avec Pierre-Louis, donc je vous en remercie énormément. Probablement qu'on en tournera d'autres, j'ai prévu je pense d'en tourner d'ici peu avec Johan, donc l'autre coach de chez Smart Body. Donc voilà, on devrait vous tourner ça rapidement, du moins on essaye. Bon, ça fait quand même je crois 3 semaines que... J'arrive à être régulier dans mes podcasts, du coup ça me fait plaisir. Effectivement, niveau temps, au final ça va un petit peu mieux en cette fin d'année, même si je sais que là ça va reprendre à partir environ de mi-décembre, surtout qu'il va y avoir beaucoup d'événements, les fêtes de fin d'année, etc. etc. Donc j'aurai aussi un peu moins de temps. Mais voilà, j'essaye toujours, comme vous le savez, d'aider un maximum de personnes et de proposer du contenu gratuit dès que je le peux. Donc c'est pour ça que cette semaine j'ai essayé de me libérer aussi pour faire un petit peu ce podcast. Comme d'habitude, vous avez l'ensemble des liens qui me concernent dans la description, donc je vous invite à regarder ça. Vous avez mon site internet, mon Instagram, mon Facebook éventuellement. Vous avez aussi le lien de mon Patreon ainsi que mon code de réduction Prozis si vous voulez utiliser celui-ci. Bénéficie de 10% ainsi que des cadeaux sur leur site. Voilà, n'oubliez pas que toutes ces choses-là, ça me permet de me soutenir. Voilà, tout le monde n'est pas capable de me payer un coaching, une consultation, et tout le monde n'en a pas forcément besoin. Et si par rapport à l'ensemble des conseils que je vous donne de manière quotidienne, de manière hebdomadaire notamment avec ce podcast, vous aide, et ben n'hésitez pas à me soutenir, que ce soit via Prozis ou via Patreon. Voilà, merci à tous. Bon, on va commencer du coup le podcast. Comme d'habitude, on se base sur des questions-réponses. Donc je vais essayer de caler celui-ci en environ 20-30 minutes, on va voir. J'ai pas choisi énormément de questions, j'ai essayé de choisir des questions qui pourraient être pertinentes. La première, c'est le cardio en prise de masse. Est-ce que c'est intéressant de faire du cardio en prise de masse? Alors moi, je vais dire oui et non. Oui, si vous aimez le cardio. Bon, d'accord? Si vous aimez le cardio et que vous voulez être en bonne santé, etc., etc., alors il n'y a aucun souci à aller faire un petit peu de cardio en prise de masse. Cependant, moi, je suis pas hyper fan. Pour plusieurs raisons. Un, déjà, le cardio va vous obliger à manger plus. Si vous avez déjà du mal à manger, ça va être compliqué pour vous. Deux, la plupart des gens n'aiment pas le cardio. Alors là, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Si vous aimez ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en faire. Mais si vous n'aimez pas ça, n'allez surtout pas vous forcer à en faire. Que ce soit en perte de gras ou en prise de masse. Quoique en perte de gras, ça peut se justifier dans certaines situations. Et la troisième chose, c'est que ça prend du temps. Tout le monde n'a pas forcément le temps de faire du cardio. Et la dernière chose, je dirais que ce sont les adaptations. Aujourd'hui, si votre but est de devenir le plus fort possible, donc prendre de la masse musculaire, c'est ça, hein, c'est devenir le plus fort possible sur des exercices donnés, donc progresser sur des exercices donnés. Malheureusement, le cardio va va avoir des adaptations différentes un petit peu de la musculation, ce qui fait que c'est un petit peu son opposé. Il faut savoir que on va avoir une activité, comment expliquer ça, privilégiée, que ce soit musculation ou cardio, en fonction de la dominance de notre entraînement. Si aujourd'hui vous faites que du cardio et genre un entraînement de muscu dans la semaine contre 5 entraînements de cardio, votre corps va faire des adaptations pour être plus performant sur le cardio. Si c'est l'inverse, votre corps va faire des adaptations pour être plus performant sur la musculation. Mais en fait, à partir du moment où on a deux activités qui sont un peu opposées, comme c'est le cas, le corps, c'est compliqué pour lui. Alors évidemment, si on a une majorité de musculation et qu'on a un petit peu de cardio, c'est pas hyper grave. Mais c'est aussi pour ça, personnellement, que je veux pas le faire. C'est un petit peu comme les personnes qui vont chercher à faire de la force et de l'hypertrophie, donc c'est-à-dire à être fort et être très musclé. On sera moyen dans les deux, on ne pourra pas être excellent dans les deux. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue. Mais gardez en tête que pour moi, le plus important, et ça doit l'être aussi pour vous, c'est tout simplement que votre priorité doit être l'adhésion à ce que vous faites. Si vous aimez le cardio, évidemment, faites-en. Et pourquoi vous irez faire du cardio en prise de masse, à part pour manger plus? Juste pour votre santé. Si c'est pour votre santé et que vous aimez ça, faites-le. D'accord? Après, c'est vraiment une question de préférence. Personnellement, j'ai des élèves qui font du cardio en prise de masse parce qu'ils font du foot et tout à côté. Et puis, il n'y a aucun souci comme ça. Question suivante. Comment éviter une perte de masse musculaire durant un mois sans training? Alors, j'ai eu 2 fois cette question. Donc, il y a eu Sabrina, une de mes élèves, qui ne peut plus faire de sport
ainsi que une autre personne, en fait la réponse elle est simple, c'est que vous allez perdre. On ne peut pas ne pas perdre de masse musculaire sans s'entraîner pendant un mois. On est d'accord? Alors vous en perdrez peut-être pas énormément, mais il y a des petites choses à prendre en compte. La première chose, c'est que déjà, vous allez devoir essayer de manger suffisamment de protéines pour essayer au moins de maintenir cette masse musculaire. C'est important. La deuxième chose, attention à ne pas vous sous-alimenter. Plus vous serez en déficit calorique, donc moins vous mangerez, plus vous perdrez de masse musculaire. On le voit, par exemple, si des personnes partent en vacances et s'arrêtent pendant 1 semaine, 2 semaines, et qu'elles ont peu mangé, là, niveau force à la reprise, ça va être hyper compliqué. Par contre, si ces personnes ont bien mangé pendant leurs vacances, au final, on verra souvent qu'elles n'ont pas perdu tant de force que ça. Donc l'alimentation aussi important. Apport en protéines, apport calorique. Et ensuite, vous allez devoir accepter quoi. Vous allez devoir accepter que vous allez perdre de la masse musculaire. Dites-vous bien que c'est temporaire, c'est-à-dire que ça se retrouve vite. C'est ça qui est important, c'est que le corps aussi on parle de mémoire musculaire, ce qui fait que pour reprendre un petit peu là où vous en étiez, ce sera beaucoup plus rapide qu'auparavant, tout simplement. Et je vois beaucoup avec certaines personnes que j'ai coachées qui vont arrêter, qui reprennent. Au final, ça revient quand même assez vite. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et là, je reviens sur éventuellement un cas spécial qui est Sabrina, une de mes élèves, qui aujourd'hui est enceinte et c'est un peu compliqué. Donc, elle ne peut plus faire de sport, enfin de musculation du moins. Il faut juste accepter en fait de se dire que ok, je vais pas en faire pendant peut-être 3 mois, 3 mois et demi, non 3 mois, mais c'est pas grave, 3 mois c'est rien du tout, il y a des choses plus importantes et tu pourras reprendre le sport et tu auras toute ta vie après pour faire du sport, donc c'est pas en 3 mois que vraiment tu vas tout perdre, même si effectivement tu vas perdre beaucoup, ça reviendra aussi très vite, d'accord? Voilà. Il faut, encore une fois, relativiser sur plein de choses. C'est un petit peu aussi ce que je vois beaucoup dans le milieu. Bon, après, c'est aussi une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, donc du coup, c'est un peu différent. Mais ce que je vois beaucoup dans le milieu du fitness, ce que je vois beaucoup dans les personnes que je coach, c'est des personnes qui sont vraiment dans les extrêmes et des personnes qui relativisent pas. C'est-à-dire qu'une semaine où celles-ci vont faire moins bien, même pas rien faire, moins bien, juste faire moins bien, faire louper par exemple 1 ou 2 entraînements, celles-ci vont déprimer et limite tout abandonner, vous pensez que tout est gâché. Non, comme je dis tout le temps chaque semaine, ce qui compte c'est le temps. C'est le temps que vous allez durer. C'est aussi simple que ça. Vous aurez des semaines où vous serez un petit peu moins sérieux. Après évidemment, si vous faites un entraînement 1 semaine sur 3, puis l'autre 2, puis après 3, alors qu'à la base vous deviez en faire 5, un exemple. Et puis que vous ne mangez pas bien 3 jours sur 4, etc., là oui. Mais si c'est par exemple, une fois alors que ça fait 3 mois que vous êtes à fond, c'est rien du tout quoi. C'est absolument rien du tout. Donc il faut aussi relativiser par rapport à ça. Je peux vous dire que c'est pas une semaine qui va changer énormément de choses. Mais peut-être l'accumulation de semaine en semaine, ça serait plus grave. Question suivante. Examen et nutrition, y a-t-il une alimentation à privilégier ? Pas forcément. L'alimentation à privilégier pour moi, lorsqu'on sera en examen, ce serait maintenance ou surplus calorique. Peut-être éviter un déficit calorique qui induirait de la fatigue. Après, ça va vraiment dépendre, je dirais, des situations, dépendre de la personne. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place pour ça ? Est-ce que le jeûne intermittent peut être intéressant ? Oui, il peut être intéressant. Certaines personnes arrivent mieux à se concentrer si elles n'ont pas mangé le matin, par exemple. Et donc ça peut être bien. Mais sinon, il n'y a pas forcément d'alimentation pour moi à privilégier. Pas mal de glucides, on sait que le cerveau utilise beaucoup de glucides. Faire attention à ne pas manger moins de 100 grammes de glucides par jour, ce qui serait environ ce que consomme le cerveau, surtout dans une période d'examen où c'est hyper important. Attention non plus à ne pas faire des repas trop gros lors de votre journée où vous avez des examens, parce que ça va vous allez tendance à vous endormir. Vous allez avoir tendance à vous endormir. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est pas hyper compliqué, Il n'y a pas besoin non plus de se prendre la tête. Il faut juste ne pas être en déficit pour moi et manger suffisamment de glucides. Ce seraient les 2 recommandations que je pourrais avoir. Bien évidemment, manger des légumes, bien dormir. Ce serait même le plus important. Si j'avais un conseil à te donner sur cette période, ce serait faire attention à bien dormir. Bien dormir.
C'est hyper important. Et manger suffisamment de glucides. Et du coup, il y a cette même personne, Mathilde, qui me demande aussi au niveau des examens et de l'entraînement, comment gérer les entraînements lorsque l'on a un examen. Est-ce qu'il faut ralentir ses entraînements? Et ben, je vais dire que ça dépend. Si jamais aujourd'hui tu es bien préparé sur tes examens, tu as la possibilité d'aller faire tes entraînements et ça te fait du bien de couper un petit peu dans ta journée parce que voilà, tu es toujours dans le rush, alors pourquoi pas? Si après tu sais que ça va te mettre en retard, ça va te faire stresser et que tu penses vraiment ne pas pouvoir y arriver, alors ne les fais pas. Personnellement, j'ai toujours réussi à m'entraîner dans mes périodes d'examen. Évidemment, je réduisais les entraînements, évidemment, je réduisais mes temps de séance, mais j'arrivais quand même à m'entraîner. Donc ce que tu peux faire éventuellement, c'est réduire tes temps de séance. Peut-être mettre des séances vraiment très courtes, ce qui va juste te permettre en fait de faire une pause dans ta révision et de rentrer chez toi après, puis de repartir sur ta révision. Ça peut être très bien. Genre 1 heure le temps en partant de chez toi pour revenir après. Voilà, 1 heure, ce serait top. Petite pause, après tu reprends. Donc voilà, ça c'est un de mes conseils. C'est personnellement ce que je fais quand je suis dans des périodes très chargées niveau travail. Je sais que par exemple, voilà, j'ai 1 heure dans ma journée où je commence à être à ne plus être productif, enfin voilà, je m'évade un petit peu. Je suis sur mon téléphone, etc., etc. Et ce que je fais maintenant, c'est que je sais que c'est à cette heure-là que je dois aller m'entraîner. Donc je m'entraîne, évidemment, je fais une séance assez courte, mais ça m'a fait du bien, je reviens et ça me permet de revenir focus sur mon travail. Donc voilà. Question suivante, donc une question d'une autre de mes élèves. Donc comment arrêter de traquer? J'ai peur. Alors là, c'est une question qui est complexe. Aujourd'hui, cette personne est dans une perte de gras, d'accord? Et la question, c'est comment arrêter de traquer. Alors pour moi, on n'arrête pas de traquer dans une période de perte de gras. C'est assez simple. Comment passer en fait sur de l'intuitive eating? C'est un petit peu ça la question. Donc j'ai fait un article sur mon site internet qui parle de l'intuitive eating. Je vous invite réellement à aller le regarder. J'explique pas non plus exactement comment passer d'un déficit à l'intuitive eating, mais je vais vous l'expliquer là. J'explique surtout comment se passe l'intuitive eating, certaines règles à respecter et voilà, comment gérer lorsque l'on a un intuitive eating. L'intuitive eating, c'est simplement le fait de manger sans traquer, enfin sans peser ce que vous mangez. Et sans traquer en utilisant une application de traquage comme MyFitnessPal ou Fast Secret par exemple. Du coup, c'est assez simple. Pour comment arrêter de traquer, en fait, ce que vous allez faire, c'est que effectivement, si vous êtes en déficit calorique, vous allez d'abord perdre votre poids. D'accord? Ensuite, ce que je conseille, moi, c'est de remonter les calories, remonter le métabolisme, parce que si vous passez directement sur de l'intuitive eating, je ne suis pas très fan. Donc, après être passé par une phase de maintien, on remonte les calories, on remonte le métabolisme et on essaie d'avoir le métabolisme le plus haut possible, c'est-à-dire de manger le plus possible sans prendre de poids. Ensuite, on va pouvoir commencer à passer sur une diète intuitive, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer de tout à rien. Ce que je veux que les personnes fassent dans cette situation, c'est qu'on va commencer par un jour dans la semaine où on ne travaille pas, puis 2, puis après on peut passer à 3, etc. etc. Le but, c'est de les soulager psychologiquement du traquage et les faire manger de manière classique sans peser, sans traquer. Alors peut-être que sur ces jours-là, ces personnes ne vont justement pas forcément dévier de leur diète, elles vont peut-être manger la même chose que ce qu'elles mangent d'habitude et c'est d'ailleurs ce que je conseille. Le but, c'est pas parce que vous ne traquez pas que vous devez aller manger à l'extérieur ou vous devez manger n'importe quoi. Non, vous mangez plus ou moins comme d'habitude, mais vous ne pesez juste pas. Et au final, vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter comme ça, augmenter le nombre de jours et puis passer que sur ça. Pour moi, l'intuitive eating, c'est bien quand on cherche à prendre entre guillemets de la masse musculaire ou à stabiliser. Évidemment, il y a certaines règles à respecter. On ne fait pas justement n'importe quoi. Et on fait aussi attention à ne pas Comment expliquer ça? À ne pas se sous-alimenter. Voilà. Parce que là aussi, c'est problématique. Souvent, les gens ont peur, donc ils vont moins manger. Et c'est pour ça aussi que surveiller son poids, c'est important. Et de la même manière, une autre chose qui est importante, c'est tout simplement de passer par des phases de traquage où on va reprendre à peser, reprendre à traquer notre alimentation pendant peut-être 1 ou 2 semaines, tous les 6 mois. Ou même plus, ça va dépendre des personnes. Pourquoi? Tout simplement pour réapprendre un petit peu à traquer, ou être sûr que du moins on est sur la bonne voie. Pour faire simple, traquer, peser, c'est une compétence. Comme toute compétence, si on ne pratique pas, celle-ci s'amenuise.
Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous repassez par des phases de temps en temps où vous allez venir traquer, vous regardez où vous en êtes. Ah, je mange ça en termes de calories sur une journée classique. Bon, c'est peut-être pas du tout suffisamment pour moi, sachant qu'avant, j'étais à 2000 et maintenant là, je mange 1500. C'est problématique. Et donc en fait, vous faites ça et puis vous voyez où vous en êtes. Si vous êtes plus ou moins là où vous en étiez avant, c'est super. C'est super. Et de toute façon, vous surveillez votre poids, etc., etc. Donc vous savez gérer les choses. Donc ça, c'est une des manières de passer à l'intuitive eating. Après, on n'est pas obligé de passer directement à l'intuitive eating. Il y a d'autres méthodes de traquage qui n'impliquent pas forcément de peser, qui n'impliquent pas forcément de traquer aussi ce que vous mangez. J'ai justement un e-book qui sortira sûrement en mars sur ça, qui donne environ, il y en a 13 méthodes entre guillemets de traquage, donc c'est-à-dire de suivi de son alimentation qui vont vous permettre d'être plus ou moins précis évidemment, puisque de toute façon si on pèse plus, si on traque plus, on sera moins précis, mais de toujours vous permettre d'avancer vers votre objectif grâce à des méthodes peut-être un petit peu plus laxes de tracking. Voilà. Entraînement à jeun après le réveil. Que prendre? Alors cette personne me demande donc est-ce qu'il faut prendre des BCAA, est-ce qu'il faut manger, etc., etc. Bon déjà pour moi la première chose, si vous vous entraînez le matin très tôt, donc c'est directement après le réveil, je dirais qu'il y a 3 choses qui sont importantes. 2 choses. La première, c'est évidemment d'essayer la veille au soir d'avoir un repas assez riche en glucides. D'accord? Parce que vous aurez encore les glucides dans votre organisme et vous allez pouvoir en profiter le lendemain matin. La deuxième, vous hydrater. Et c'est probablement là l'une des grosses erreurs, c'est que vous devez boire avant votre entraînement. N'oubliez pas, quand vous le levez, vous allez être déshydraté. Donc il faut impérativement que vous cherchiez le plus rapidement possible à boire et quand même de manière abondante. Idéalement, il faudrait réussir à boire 500 ml dans les 2 heures avant l'entraînement. Donc il faut se dépêcher, quoi. D'accord? Ensuite, si vraiment tu tiens à t'entraîner à jeun, tu peux prendre des EAA, donc des essentiels acides aminés dans ta boisson intra-entraînement, pas des BCAA, des EAA. Éventuellement de la maltodextrine donc, ou du Vitargo, donc c'est des sucres très très rapides qui peuvent être utilisés pendant l'entraînement. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et sinon, moi personnellement, je préfère évidemment manger. Idéalement, je conseille des protéines facilement digérables et assimilables, ainsi que des glucides facilement digérables et assimilables avant l'entraînement. Un exemple, ça peut être un shaker de whey avec, par exemple, des fruits secs ou une banane. On va privilégier peut-être des fruits secs si c'est vraiment très proche, parce que la banane va être un petit peu plus longue à digérer, notamment avec l'amidon. Et puis voilà. Mais personnellement, je ne suis pas fan de l'entraînement à jeun. Mais si déjà tu respectes la règle beaucoup de glucides le soir, hydratation importante le matin. Si tu prends un shaker éventuellement plus des fruits secs, donc pas énorme en termes de quantité mais au moins un petit peu, que à côté pendant ton entraînement tu prends par exemple des sucres rapides, type 2 la maltodextrine, tu pourras faire de très bons entraînements. Évidemment il faut aussi garder en tête que normalement le matin on est un petit peu moins performant que le soir, mais bon de toute façon le plus important c'est de réussir à s'entraîner par rapport à nos contraintes, donc si c'est le seul moment dans ta journée où tu peux t'entraîner, vas-y évidemment. Question suivante. J'ai des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est une bonne idée de calculer, de traquer, de peser, en fait, de suivre mes macros? Je vais dire que oui. Oui, pour moi, c'est une bonne idée. Au moins dans un premier temps. Effectivement, après, à terme, le but, c'est de passer sur une alimentation intuitive, mais aucune personne qui a des TCA n'arrivera à ne pas traquer au début. Donc, c'est pour ça aussi que je dis ça. De plus, quasiment toutes les personnes qui ont des TCA ont un objectif derrière. Et ça, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un de mes podcasts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des TCA, la plupart du temps, soit vous voulez perdre du gras, soit vous êtes très mince et vous voulez prendre du poids. Donc en fait, si vous ne traquez pas ce que vous mangez, si vous n'êtes pas sûr de manger en déficit ou alors en surplus, vous ne serez probablement pas là où vous voulez être. Tout simplement parce que vous allez avoir peur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'être sûr de manger suffisamment, d'être sûr d'être en déficit par exemple. Et donc ça passe par traquer ses macros. Au moins dans un premier temps, au moins pour être précis. De plus, si les personnes ne traquent pas, je sais par exemple, je vais prendre un cas typique, quelqu'un qui veut perdre du gras, qui fait des crises d'hyperphagie,
qui au final mangent très peu et au final ça part en crise. Et bah, le fait de traquer ton alimentation va tout simplement te permettre d'être sûr de manger suffisamment, ce qui va moins te frustrer et ce qui va moins te faire des crises d'hyperphagie. Donc c'est pour ça que pour moi, quand on a des TCA, c'est important. Après, si aujourd'hui tu n'as pas d'objectif précis, il n'y a aucun souci éventuellement à ne pas traquer. Mais pour moi, je suis quand même très fan de traquer pendant un certain temps parce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est aussi d'améliorer votre compétence et d'apprendre plus ou moins à estimer, d'apprendre plus ou moins à savoir ce qu'il y a dans votre assiette. Parce qu'il y a de grandes chances que si vous passez directement sur une alimentation intuitive, bah, vous allez trop peu manger, quoi. Vous allez peut-être manger 1200, 1100 calories, ça va partir en crise, enfin, vous en sortirez jamais. Donc on commence éventuellement par une phase de traquage. Évidemment, là c'est au cas par cas et ma réponse effectivement reste un peu floue parce que ça va vraiment dépendre des gens. Et sur ce genre de questions, moi je suis obligé d'avoir un entretien avec la personne pour vraiment comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Mais je pense que selon moi, je pense que dans un premier temps, effectivement, c'est intéressant et je dirais même nécessaire. Dernière question, c'est pas vraiment une question, je vais parler aussi du dernier post en fait que j'ai fait, un de mes derniers posts que j'ai fait sur Instagram, donc, où je parlais de revoir ses priorités. Pourquoi faire les choses parfaitement peut vous mener à ne pas avoir de résultats? C'est une question, je dirais, assez complexe, assez paradoxale. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que celle-ci, en fait, signifie. Pourquoi vous ne devez probablement pas faire les choses parfaitement? Parce que dans tous les cas, faire les choses parfaitement implique des contraintes. C'est pour moi la chose la plus importante à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas bodybuilder professionnel, vous ne devez pas faire les choses parfaitement. Faire les choses parfaitement, ça implique probablement faire beaucoup d'entraînement. Ça implique probablement de tout peser, de tout respecter, de ne jamais sortir au final. Ça implique en fait beaucoup de contraintes, le fait de tout faire parfaitement. Et aujourd'hui, qui a la possibilité de faire les choses parfaitement? Même en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire même en tant que personne qui travaille pour elle-même. Donc moi, ma situation, je prends ma situation personnelle en exemple. Je ne peux pas faire les choses parfaitement. Je ne peux pas parce que ça m'arrive de sortir avec mes amis, ça m'arrive de sortir avec ma copine, ça m'arrive de louper des entraînements parce que j'ai beaucoup de travail, etc., etc. Et en fait, ce que je vois beaucoup, c'est que aujourd'hui, les personnes, souvent les débutants ou les jeunes, ou même les personnes qui ont des TCA, se prennent la tête pour du détail et vont souvent chercher à faire les choses parfaitement et vont peut-être y arriver pendant une semaine, 2 semaines, mais au final, elles ne tiendront pas. Or, je vous l'ai dit précédemment dans le podcast, une des choses les plus importantes, c'est le temps. D'accord ? Il vaut mieux une personne qui fait les choses, qui fait 3 entraînements par semaine, qui fait les choses plus ou moins bien pendant 3 mois, plutôt qu'une personne qui va faire 6 entraînements par semaine pendant, par exemple, 6 semaines. Donc, il y a le même nombre d'entraînements au final. Mais quand on regarde le temps, la personne effectivement qui aura tenu 3 mois, même avec que 3 entraînements dans la semaine, aura plus de résultats. Et évidemment qu'elle aura plus de résultats, puisque ce qui compte, c'est vraiment le temps. Ça, je l'ai vraiment compris au fur et à mesure de ma pratique. J'ai vraiment compris que, depuis que ça fait longtemps maintenant que je pratique, depuis qu'il y a un certain palier pour moi qui est passé, effectivement, j'ai progressé énormément et physiquement, je me suis vraiment transformé. Donc en fait, tout prend du temps. Et en plus, ça correspond aussi à la période où j'étais moins strict sur mon alimentation, j'étais moins strict sur mes entraînements et pourtant j'ai plus progressé. J'en ai fait moins et j'ai plus progressé. C'est un petit peu bizarre, non? Mais pas forcément. Parce que, j'étais aussi plus heureux dans ma vie. Je m'entraînais moins alors qu'avant je m'entraînais vraiment trop et du coup j'arrivais pas à récupérer, etc., etc. Et en fait c'est ça, c'est que les gens veulent vraiment veulent tout faire rapidement en fait parce que les gens veulent les choses vite. Les gens veulent pas attendre. Malheureusement c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi pour ça à chaque fois que je donne comme exemple que en salle il y a très peu de personnes très musclées. Parce que les gens ne sont pas patients et les gens souvent abandonnent. Je sais plus exactement le pourcentage de personnes qui abandonnent la musculation après 2 ans, entre 0 et 2 ans, mais c'est les 3/4 quasiment, je crois. Donc, c'est aussi pour ça, c'est ça aussi qui fait la différence entre des personnes qui vont réussir et des personnes qui ne vont pas réussir. On revient par exemple, je vais comparer ça aussi à l'entrepreneuriat, des personnes qui vont abandonner après un premier échec et des personnes qui vont continuer. C'est la même chose. En fait, vous devez relativiser et vous dire que, effectivement, je ne peux pas faire les choses parfaitement, mais je vais faire les choses du mieux possible par rapport à mes contraintes. Et si je peux m'entraîner 3 fois dans la semaine, je m'entraîne 3 fois.
Si je peux pas manger de manière optimale, je mange pas de manière optimale, mais j'essaie de faire du mieux possible. D'accord? Ne vous coupez pas de tout. N'amenez pas votre tupperware à Noël. Ne faites pas des choses comme ça. C'est aussi simple que ça. Parce que ce qui compte le plus, c'est vraiment de tenir sur le temps. Et en fait, je vous dis ça parce que la plupart du temps, les personnes qui sont dans les extrêmes ne vont pas tenir. Ne vont pas tenir, ils vont abandonner. Ou alors, je vois beaucoup, c'est des personnes qui vont donc faire les choses parfaitement pendant 3 semaines, puis rien faire pendant une semaine, puis hop, elles vont refaire à fond pendant 2 semaines, puis hop, plus rien pendant 2 semaines, etc., etc. Bah oui, tu m'étonnes que ces personnes n'ont pas de résultat. Il n'y a pas de régularité. Et le plus important de ce qu'on cherche à faire, c'est la régularité. Faire les choses du mieux possible dans le temps, chaque semaine, c'est ça qui vous mènera à avoir plus de résultats. Et encore plus si votre objectif, c'est de devenir musclé. Parce qu'aujourd'hui, pour perdre du gras, c'est pas hyper compliqué. Même si vous n'êtes pas régulier dans vos entraînements, vous faites attention à votre alimentation, vous êtes sûr de bouger suffisamment, vous dormez bien, et éventuellement vous n'avez pas forcément beaucoup de stress, vous allez perdre. Cependant, quand on fait de la musculation et que je vois des personnes des fois qui vont s'entraîner on va dire qu'à la base ils ont prévu 4 entraînements dans la semaine, donc ils font 4 entraînements, 2 semaines, après ils vont faire un entraînement. La semaine après ça va être 2, puis après ils vont refaire 4, puis après ça va être 0, puis ils vont refaire 4 pendant 2 semaines, puis 2, etc., etc. Ce genre de personnes, malheureusement, n'aura très peu de résultats. Parce que, pour moi, déjà, s'entraîner en dessous de 3 fois dans la semaine, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi de dire à ces personnes, oui, je suis désolé, mais si tu tiens pas au moins tes 3 entraînements dans la semaine, tu auras du mal à prendre de la masse musculaire. Prendre de la masse musculaire, c'est hyper long, c'est hyper dur. Donc à partir du moment où on n'est pas régulier sur nos entraînements, on va pas bien progresser et ça va être compliqué. Donc il vaut mieux se dire, ok, je fais 3 entraînements dans la semaine, je suis régulier, je m'y tiens, plutôt que de faire de vouloir en faire trop par rapport à ce qu'on est capable de faire, évidemment. Puis après, il y a des questions d'organisation, évidemment, on peut toujours, lorsque l'on s'organise et que l'on veut vraiment. Donc voilà un petit peu. C'est pour ça, souvent, dans mon post, j'illustre un petit peu ça avec quelqu'un qui a des TCA, donc quelqu'un typique qui a des crises d'hyperphagie et qui va se prendre la tête avec le timing des nutriments, va se prendre la tête avec s'entraîner 6 fois dans la semaine, va se prendre la tête avec optimiser un petit peu la qualité de ses aliments, avec des centaines de choses. Mais au final, elle ne règle pas son problème qui est, la première chose, ça sera éventuellement les crises d'hyperphagie, peut-être le week-end. Donc en fait, à la place de se prendre la tête à vouloir essayer de gérer les choses, timing, etc., ce qui lui implique beaucoup trop de contraintes et ce qui la frustre trop, elle ne voit pas le réel problème, qui est tout simplement ses TCA. Voilà un petit peu là où je voulais en venir. C'est typique de personnes qui ont des TCA. C'est qu'elles veulent faire les choses parfaitement, elles veulent probablement en faire trop, et elles ne se concentrent pas sur le plus important, ce qui est la gestion de leur trouble du comportement alimentaire. Puisque si vous avez des TCA, on est d'accord, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est comme si vous essayez de construire une maison sans base solide, ça va s'écrouler. Si vous voulez perdre du poids et que vous avez des TCA, donc des crises d'hyperphagie, bonne chance, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Et c'est là toute la complexité évidemment des TCA. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous avez l'ensemble des liens dans ma description. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau podcast. Du moins, je vais vraiment essayer de tout faire pour. Et puis, je vous dis à très vite. Merci à tous. Au revoir.